Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Mali, c'est une nouvelle affaire qui risque d'alimenter encore quelques semaines des polémiques. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'achat de l'avion de commandement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est Soumelou Boubèye Maïga qui fut, de 2017 à 2019, le premier ministre du président renversé il y a un an par un coup d'État qui a été mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême du Mali. Il est soupçonné d'escroquerie, faux, usage de faux et favoritisme. Mais pour le bureau politique national de l'Alliance pour la solidarité et convergence des forces patriotiques, son parti, il s'agit bien d'un acharnement politique à 6 mois des échéances électorales. Cette nouvelle affaire pourrait détourner l'attention des vraies questions qui se posent dans le pays, à savoir la sécurité, la paix et le pain pour tous. Mali, prison pour Soumelou Boubèye Maïga, lutte contre la corruption ou cabale politique, c'est le thème principal de ce plateau. À chacun et tous, bonjour et merci de nous préférer. Avec nous aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Voilà, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, Hilaire Kofiga, bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste et également analyste politique. Hilaire Kofiga, dans cette affaire-là, c'est un ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, il y a tellement de superlatifs pour qualifier le personnage Soumelou Boubèye Maïga. Aujourd'hui, derrière les barreaux, déjà, est-ce qu'il faut se satisfaire de quelque chose dans cette affaire-là? Oui. Jadis, le roi ne pouvait mal faire. Donc, l'intouchabilité des plus grands serviteurs de la République est tombée. Et désormais, il est admis qu'un ministre, on peut engager la responsabilité d'un ministre sur la base des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Et cela est prévu par la Constitution du Mali. Et donc, les superlatifs sont tombés. Le mythe de l'irresponsabilité pénale a laissé la place aujourd'hui à la possibilité de poursuivre au pénal les dirigeants au sommet de l'État, même si la politisation de la République vient un peu embrouiller les cartes juridiques. Je reste toujours avec vous par rapport à ce dossier-là. Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas peut-être un peu trop vite allé en besogne? Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre? Pourquoi pas? Puisque Soumelou Boubèye Maïga n'est quand même pas un citoyen lambda, il n'a pas vocation à fuir, à s'échapper. Est-ce que le mandat de dépôt était la meilleure option dans ce type de dossier-là? Non, la politique, elle n'est pas faite pour les enfants de cœur. Et vous êtes d'accord avec moi que dans les bribes de vie politique que font remonter en surface les historiens, et voire même les juristes, et ce qui passe avant l'intérêt général, c'est les coûts portés par les politiques. Sinon, je ne conçois pas ce qui presse pour que dans une période de transition, on puisse commencer déjà par chasser pour chasser. Et les anciens, comme quoi, pour plaire au peuple, ou pour faire ce que l'on appelle autrement le populisme. Moi, je pensais que la transition doit se faire de façon apaisée, de façon et privilégier la sécurité, et comme vous l'avez dit, la paix et le pain, et que les nouvelles autorités qui seront officiellement élues pourront maintenant tabler sur les affaires en urgence. Tout porte à croire que c'est une façon déguisée de commencer par évincer ou de mettre à l'écart de potentiels candidats. Mais
Ceci dit, cette période de transition, on veut l'utiliser en même temps pour régler des comptes, puisque déjà, même pour la poursuite pénale, on a préféré la Cour suprême et au détriment de la Haute Cour de justice qui est en la matière la juridiction la plus compétente pour connaître du dossier. On va tabler là-dessus par la suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vite en besoin. On va vite en besoin, même si ce que l'on recherche, c'est la lutte contre la corruption et que, bon, cette lutte contre la corruption pose problème, et me pose fondamentalement problème parce que je ne conçois pas que des corrupteurs puissent poursuivre des corrompus. Puisque la loi peut dire les deux. Donc, il est difficile de mener une lutte contre la corruption lorsque soi-même on a été par le passé corrupteur. Maintenant, qui veut poursuivre qui? Bon, on verra bien. Mais une chose est sûre, le législateur a prévu, et cela est d'autant plus vrai que le mythe du tout-puissant ministre là est tombé. Et s'il commet un acte dans l'exercice, même en dehors de ses fonctions, il est désormais poursuivable au pénal. Voilà. Dans cette affaire-là, est-ce que selon vous, il y a des motifs de satisfaction par rapport notamment au mandat de dépôt pour Soumelo Bébé Maïga, qui quand même était une des personnalités les plus marquantes du second mandat non achevé du président Ibeka? Je crois qu'il faut relativiser les choses. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et puis, les chefs d'accusation cités pêle-mêle constituent des charges. Tout à fait. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce que le monsieur est accusé et on l'a déposé en prison pour les faits à lui reprocher que tout d'un coup, il est coupable. Donc, pour moi, il n'y a pas de temps. Pour ça, l'administration, c'est une continuité. Donc, on ne va pas attendre que des gens, on ne sait pas demain, ceux qui vont venir au pouvoir, si c'est ces gens, ça veut dire que l'affaire est noyée. À partir du moment où on a entamé le dossier, avant d'aller aux élections, bon, le dossier va suivre son cours. Et si, ma foi, il était innocenté, bon, et le tribunal va le décider. Alors donc, il n'y a pas, pour moi, dans ce dossier-là, quelqu'un qui soit au-dessus du peuple, de la loi et des autres. Donc, c'est un exemple à suivre. Voilà, qui est clair. Alors, dans le dossier de cette affaire d'achat d'avions de commandement, on reproche un certain nombre de choses. On parle de sous qui auraient donc été distraits. L'avocat de l'ancien Premier ministre, Kassoum Tapo, a confirmé la nouvelle. On parle d'escroquerie, de faux, usage de faux, de favoritisme. Ces chefs d'accusation-là, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Le Maïga, comme vous l'avez dit, est un ancien ministre de la République malienne. Et dans l'exercice de ses fonctions, il a été appelé, il a été amené à acheter un avion de commandement pour le pouvoir en place. Et des audits ont démontré qu'il aurait eu des anomalies de la surfacturation. Et ces chefs d'accusation ont été retenus en son encontre. Et ce qui veut dire qu'il est poursuivable. Et comme l'a dit le doyen, et je crois l'avoir dit autrement, nul n'est au-dessus de la loi, puisque le mythe selon lequel le roi ne peut mal faire est fondamentalement tombé aujourd'hui dans nos États africains. Et ceci dit, il faut reconnaître que les dirigeants africains ont pris l'habitude de confondre les deniers publics avec les deniers publics, avec les deniers privés. Et de telles circonstances, il doit pouvoir répondre devant la juridiction compétente. Là où moi je suis un peu gêné, c'est de comprendre que
au nom de la transition, on estime que la Haute Cour de justice n'est pas compétente. Et que parce qu'on est en période de transition, il faut la Cour suprême. Or, on sait que le président de la Cour suprême est choisi par le président de la République, ce qui n'est pas le cas devant la Haute Cour de justice. Et donc, c'est pourquoi je dis que derrière cette volonté de lutter ou de décourager la corruption, il y a forcément une main politique. Et donc, lorsque la politique vient se greffer sur les procédures judiciaires, cela fausse complètement tout le jeu. Parce qu'il faut dire le droit et il faut écrire le droit avec... Le droit a été écrit avec une encre de véridique. Il y a une encre véridique. Donc, il faut autant le dire également avec une encre véridique. Et donc, en tant que juriste, je suis un peu perturbé. Aussi, dans nos États africains, on constate que la présomption d'innocence devient rapidement la présomption de culpabilité. On confond. Présomption d'innocence, c'est présomption de culpabilité. Puisqu'il a peut-être fait, bon, allons, jetons-le au trou. Est-ce que cela valait vraiment la peine d'accorder une détention préventive pour ce qu'il est supposé faire? Puisque, comme vous l'avez dit, c'est une autorité et il a forcément encore des ambitions et il n'est pas encore appelé à partir, à disparaître. Bon, s'il n'a pas fui, dès qu'ils ont pris le pouvoir par la force, je ne sais pas pourquoi, maintenant il va fuir, puisqu'il avait la possibilité de les maintenir en détention autrement ou en résidence surveillée. Mais les amis du Mali, entre griffes, sont intervenus et ils ont eu droit à une certaine liberté. Et bon, si tant est que c'est une volonté matinale qui veut que... où c'est la façon la plus simpliste pour les dirigeants actuels de montrer au peuple qu'ils ont l'intention de bien faire les choses et de tourner la page, c'est bien. Mais il faudrait que ces juges de la Cour suprême s'en tiennent à l'autorité suprême. Et dans le cas d'espèce, c'est la loi. Et non aux politiques. Parce que nos juges ont tendance à exécuter les ordres reçus des politiques. Alors que, d'après l'article 82 de la Constitution du Mali, et d'ailleurs de presque toutes les constitutions africaines, le juge ne doit autorité qu'à la loi. Mais ce qui n'est pas le cas quand il s'agit fondamentalement de poursuivre au pénal un homme ou une personnalité politique. Alors, Guédon Yokoussou, dans cette affaire-là, en plus de Soumelou Boubé Maïga, il y a Boiré, Félix Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances, qui a aussi été inculpé et mis sous mandat de dépôt pour les mêmes motifs. On parle en gros de 20 milliards de francs CFA donc, qui auraient donc été engloutis dans cette affaire d'achat d'avions pour l'ancien président. Autant de personnalités donc impliquées dans ces affaires-là. C'est aussi la matérialisation quelque peu de ce pourquoi le président Ibeka est tombé. On parlait de malgouvernance, on parlait de distraction de deniers publics, on parlait de bonga-bonga, de soirées festives avec les sous publics en Espagne avec de belles femmes et consorts. Est-ce que c'est aussi... je dirais, la matérialisation de tous ces griefs-là faits à la gouvernance Ibeka? Oui, mais je crois que en Afrique, il y a une similitude parfaite dans la mauvaise gouvernance. Alors, quand on parle de l'affaire d'avions surfacturés, on en a eu aussi à Cotonou, au Bénin. Et c'est des dossiers qui ont été noyés. Alors, à partir de ce moment, lorsqu'on parle de présomption d'innocence, moi j'y crois. Et non présomption de culpabilité. J'y crois en ce sens que ceux qui sont impliqués doivent avoir leur avocat. Ils ne seront pas seuls face au juge. Donc, quelle que soit la stratagème mise en place par le nouveau pouvoir, les gars ont leur défense. Ils doivent... C'est pas un jugement à la hâte où on exclut tout avocat, tout président d'avocat. Donc, je crois qu'il y a le mouvement ou l'association des droits de l'homme au Mali qui veille aussi au grain, et ne pas
dire quelque chose parce qu'on est dans la transition. On est dans la transition, mais le pays fonctionne. Le pays bouge. Donc, on ne va pas réserver tout après la transition. Et cette transition-là aussi, on ne sait vraiment pas comment ça va se terminer. Alors, à partir de ce moment, moi, je pense que les gens ont besoin d'aller vite en besogne. Sinon, le temps qui leur est imparti est trop court et il va falloir qu'ils aient un bilan à présenter au peuple. Donc, moi, je ne suis pas dans la dynamique d'une injustice faite à ces personnalités qui ont eu à gérer le pays. Et quand on parle de 20 milliards, il faut voir, avec 20 milliards, combien de personnes on peut nourrir. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a des gens qui sont malades. Mais quand on prend 20 milliards, on doit quand même, si on investit ça dans la santé, dans l'éducation, ça va faire le bonheur du peuple malien. Donc, nous devons nous écarter des sentiments béats, des sentiments qui n'ont rien à voir avec la justice. Et une fois qu'ils sont impliqués, il va falloir qu'eux-mêmes ils apportent les preuves du contraire. De leur innocence. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas lancer un défi comme ça, on ne peut pas inventer les chefs d'accusation sans qu'ils soient assis sur des fondements juridique. Alors, l'affaire avait été classée sans suite en 2018, on s'en souvient. En 2018, le président Ibeka était toujours au pouvoir. Aujourd'hui, les nouvelles autorités font que cette affaire a eu donc ce regain d'intérêt là. On estime qu'on ne pouvait pas classer ce dossier sans suite. Et donc, il y a eu de nouvelles investigations qui ont donc conduit à ces mandats de dépôt là contre ces personnalités là. Rapidement, par rapport à ces mandats de dépôt là, est-ce que vous avez l'impression que le dossier va s'accélérer? Est-ce que, quelque part, Soumoulou Maïga est quand même considéré comme l'une des personnalités de premier plan aujourd'hui au Mali, avec, on va dire, le retrait du président Ibeka de la scène politique et donc du décès de Soumaïla Cissé, qui était chef de file de l'opposition et qui était sans doute peut-être prédestiné à diriger le pays s'il avait continué. Est-ce que Soumoulou Maïga n'est pas, je dirais, parmi les personnes les plus phares qui avaient quand même l'appareil politique, un parti bien constitué et aussi les moyens, pourquoi pas, d'aller à la conquête du pouvoir d'État? Pas de sentimentalisme en droit. Ce que l'on dit, c'est suite à des constatations. L'État est une continuité, ça c'est une vérité politiquement d'évangile. Mais la période de transition, elle aussi est une continuité. Si tant est que la période de transition est une continuité, pourquoi alors la période de transition appelle le non-respect de la procédure pénale? Nous parlons d'un ancien ministre qui a commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions. Et l'article 95 de la Constitution du Mali dispose que la haute cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale pour haute trahison ou des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Cela veut dire que dans le cas d'espèce, on a affaire au ministre, l'ex-ministre Mbamaïga. L'avion a été commandé pendant qu'il était ministre de la Défense. Et donc, j'ai dit qu'on va le poursuivre, on doit le poursuivre. Mais la juridiction compétente, ce n'est pas la Cour suprême, c'est la haute cour de justice. C'est ce que moi je déplore dans la procédure. Je ne dis pas que les hommes de la transition n'ont pas le pouvoir, n'ont pas le coup de franche pour poursuivre, il faut faire preuve de sentimentalisme. Mais je dis que la procédure est viciée. Et le vice que je constate dans la procédure atteste de ce qu'ils ne disent pas. Cela voudrait dire, comme vous venez de le dire, c'est un homme de par sa posture qui fait peur aux nouveaux dirigeants qui estiment que si on ne le poursuit pas tout de suite, après, il sera un candidat potentiel. Donc, autant mieux utiliser son talon d'Achille pénal pour l'écarter. Et c'est ce que nos hommes politiques ont l'habitude de faire.
C'est ça, donc c'est comme ça il faut faire la lecture. Je suis obligé de ne pas applaudir la procédure pénale pour la simple raison qu'elle comporte un vice. Et en tant que juriste, je ne peux pas le gober. Même s'il faut reconnaître que la responsabilité pénale des gouvernants est devenue la poutre la plus fragile de l'édifice constitutionnel. Donc, on a dû batailler pendant longtemps pour retenir une possible poursuite. Donc, il faut respecter la procédure de façon scrupuleuse, au pied de la lettre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai déterminé le lien, l'intérêt qu'ils ont à le faire passer devant la Cour suprême. Je dis, le président de la Cour suprême est nommé par le président de la République. Alors que devant la Haute Cour de justice, il aura affaire à des membres du Parlement et autres là, qui peuvent, de façon tranchée, dire le droit de façon détachée. Donc, et nous, on est au-dessus de la loi. Ça, c'est connu. Ce que l'on respecte, c'est l'autorité que la personne incarne. Sinon, tout individu est poursuivable. Et je suis d'accord qu'on le fasse ainsi. Mais qu'on le fasse en respectant les règles de l'art. Et ne pas respecter les règles de l'art nous laisse penser que Maïga constitue un obstacle, un danger. Il fait peur. Il fait peur, donc il vaut mieux passer par ce moyen-là pour l'écarter. Parce que, comme vous le dites si bien, non seulement il a les moyens, il a l'électorat avec lui, il a l'expérience avec lui. Et c'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose. Bon, maintenant, l'avion qui a été payé, les manquements, détournement de données publiques, ce qui appartient à l'État, ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Donc, il faut répondre de cela. Et si les uns, on les montre avec eux, mais d'autres ont le temps. Ils ont les montres, nous on a le temps. Le temps finit toujours par avoir raison et j'estime que bon, c'est un peu tiré par les cordes. Alors, la SMAS-CFP, son parti, Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, parle de cabale politique, donc d'élimination politique de son leader. Rapidement, un commentaire de Daniel Okossou. Lorsque des gens sont accusés de corruption ou de détournement, il faut toujours des relais pour condamner, pour parler de l'acharnement politique. Alors, donc, pour moi, il n'y a pas un temps pour faire chose. Même si c'est le gouvernement, le président qui a nommé le président de la Cour suprême, je me rappelle encore de cette célèbre phrase de Monseigneur Isidore de Souza. Vous m'avez nommé, mais je ne vous reconnais plus. Ensuite, comme je l'ai dit, ce n'est pas une cour d'exception. Toutes les garanties juridiques seront offertes à l'accusé ou bien aux accusés pour apporter les preuves du contraire. Parce que si on doit attendre celui qui a fait des dégâts, créer des dégâts pour le pays d'un avion, un aéronef, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 3 milliards, ça porte sur des vingtaines de milliards. Est-ce que celui-là, on doit pouvoir le laisser abriguer un mandat? C'est encore qu'il soit assez populaire, tel que je l'entends ici sur le plateau. Mais si c'est le cas, et s'il réussissait à faire valider son dol, eh bien, il va devenir président de la République aux grandes dames du peuple floué. Donc moi, je ne trouve pas qu'il faille nécessairement attendre que la transition prenne fin avant que l'on ne remette sur selle les affaires sales qui ont entaché la République. Voilà qui est clair. Alors, le bureau politique national de l'Alliance pour la solidarité et convergence des forces patriotiques dénonce dans un communiqué ce mandat de dépôt. Il voit un acharnement politique. En gros, après cette réunion en session extraordinaire, surtout platement sous dépôt donc de Souloube Maïga, on parle d'acharnement politique. C'est une posture politique aussi, la défense, la sortie donc de son parti, selon vous? Vous voyez, les politiques font bien de trouver des arguments pour justifier
ce que l'on pourrait appeler de la méchanceté ou de la chasse aux sorcières. Mais ce qu'ils ne disent pas, ceux qui sont supposés être chassés aujourd'hui, ils étaient hier au pouvoir. Et ils ont fait la même chose. Ils faisaient également la même chose. Et j'insiste, je continue de dire que je ne suis pas contre la poursuite, mais je suis contre la procédure qui est viciée. La procédure qui est engagée. On vous aura compris. Voilà. Donc, s'ils estiment que c'est une cavale, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eux, ils espéraient, ils voyaient leur leader comme étant un potentiel candidat. Et ils se disent que, bon, ils ont surfé sur un manquement. Et de par le passé pour tenter de l'écarter. Et donc, parler de affirmer sans conférer qu'on est en présence de cabale et tout, c'est pas bien. C'est pas bien parce que les faits semblent être avérés. Est-ce qu'il n'a pas acheté un avion dans l'exercice de ses fonctions? Oui. Est-ce qu'il n'était pas ancien ministre? Oui. Est-ce qu'on n'a pas constaté des surfacturations ou des anomalies? Oui. Donc, il n'y a pas cabale. Même si le tempo, le timing ne me convient pas, il n'y a pas cabale. Il ne faut pas parce que il faut pas parce que on voit en lui quelqu'un qui a l'étoffe de diriger l'État après les élections, a dit taire complètement la poursuite. Non, c'est faux. Parce que si les faits sont avérés, il n'est pas la personne indiquée pour présider la République après la période de transition. Parce que si déjà, en tant que ministre, il détourne les fonds alloués pour ne serait-ce que l'achat d'un avion, mais quand il sera président de la République, la République risque de s'évaporer totalement. Donc c'est peut-être tout ça qui ont fait que, bon, la bonne foi qu'on peut accorder aux nouveaux dirigeants et voudrait qu'il déterre en même temps ces dossiers pour montrer à la face du peuple que, en réalité, ces gens-là n'étaient pas les personnes indiquées et que nous avions raison de les chasser du pouvoir par le putsch. Oui, parce que en mettant à la face du peuple tous ces délits, tous ces crimes économiques commis par ces anciens ténors, c'est une façon pour les acteurs politiques de l'instant de montrer au peuple que leur putsch était d'une manière ou d'une autre justifié. Et légitime. Alors, les autorités maliennes actuellement ne chôment pas du Daniel Okossou. Elles ont aussi levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premiers ministres de transition, Bandawe Mokhtar Ouane. Un commentaire sur la levée de ces mesures restrictives. On savait que les deux personnalités étaient en résidence surveillée, plus détendues, mais en résidence surveillée. Aujourd'hui, ils sont libres d'aller et de venir. Je crois que la détention doit être exceptionnelle. Donc, ce pouvoir-là, qui est sorti du néant et avait mis aux arrêts en résidence surveillée le président Bandaou et le premier ministre. Alors, c'était pour moi un abus de pouvoir, un abus d'autorité. Parce qu'il ne pouvait pas le faire de cette façon, quel que soit le crime que les gens auraient commis. Donc, moi, je crois que il y a des gestes d'humeur qui font que, bon, et comme c'est des adversaires politiques, les petits militaires là ont leur popularité. Les gens avaient des griefs contre le groupe de Koïta. Bon, personne n'a manifesté pour les soutenir. Ça veut dire que la cause est partagée. Maintenant qu'ils ont décidé avec la pression extérieure de les libérer, c'est une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens sous joug sans qu'il y ait véritablement une preuve de justice. Est-ce que ce qu'on reprochait à Ibeka, c'est la même chose qu'on reproche aux deux personnalités incriminées et qui ont été
dans un premier temps gardés au camp Kati, et ensuite on les a transférés dans leur domicile privé avec des gardes, alors que les gens, jusque-là, on ne nous a pas dit les motifs pour lesquels on les a dégagés. Donc, je pense que la sagesse, à un moment donné, est revenue. Mais il faut qu'on finisse avec l'impunité. C'est pour cela que moi j'ai dit, il y a une sorte de similitude parfaite entre les gouvernances en Afrique. Quand je prends le cas de Maria Gleta, quand je prends le cas de Maria Gleta, il y a Ebony, pas lui seul, il y a aussi le cas de Coton, Sensad, tout ça. Mais on n'a rien dit. Il continue allègrement à narguer le peuple. Alors donc, lorsque il y a un brin de moralisation, un brin de vérité, nous devons encourager les gens et ne pas attendre forcément que une justice ou un gouvernement légal, le gouvernement que nous avons n'est pas légal. Et c'est exprès qu'on a tué, c'est fait qu'on a dénoncé tout le temps. Les gens continuent pas à les dénoncer. On dit non, il faut commencer par quelque part d'abord. Donc, je crois que le Mali doit pouvoir servir d'exemple. Encore que entre le Mali et le gouvernement de chez nous, il y a une grande différence. Au moins, monsieur le président Talon tire sa légitimité des urnes, alors que les autres, c'est pas la force des armes. Donc, aujourd'hui, on doit revenir sur ces faits-là qui ont sali la République. Donc, voilà qui est clair. Hilaire Kofidia, Mokhtar Ouane et Bandao sont aujourd'hui relativement, on va dire, libres d'aller et de venir. Ce n'était pas le cas depuis quelques mois, où on sait qu'il y a eu un second coup d'État dans le coup d'État, où ces personnalités-là ont donc été déposées, relevées de leurs fonctions par les autorités militaires, gardées dans le camp de Kati, de Lokossou le rappelait, et aujourd'hui dans leur résidence avec des gardes et tout, aujourd'hui libres. Votre lecture par rapport, je dirais, aux dernières semaines, aux derniers mois qui ont donc été ces mois-là, ceux de Mokhtar Ouane et de Bandao? Ce qu'il faut d'abord reconnaître ici, c'est que l'aphorisme selon lequel vous m'avez nommé, comme l'a dit le doyen, je ne vous reconnais plus, ça ne marche pas dans les États africains. Ça, c'est juste une théorie, en pratique, ça ne marche pas. Secondo, quand il parle de ce que l'impunité végète dans les États africains et qu'il faut l'éradiquer, il faut retourner, il faut aller vers les juristes. Parce que ce qui facilite l'impunité, c'est la confusion et l'imprécision des tests qui profitent à l'impunité des gouvernants au sommet. C'est ça, la confusion et l'imprécision des tests qui leur profitent. Maintenant, l'autre chose, c'est que ici, ils ont choisi de motu proprio, donc de plein gré de les libérer. C'est simplement parce qu'à un moment T, ils ont constaté qu'ils ne représentent plus un obstacle, gêne ni un danger pour eux. Le politique est très intelligent, pas d'intérêt, pas d'action. L'intérêt est la mesure de l'action. Donc, ce qu'il représente, il ne représente plus un danger. S'il représentait un danger, ils allaient forcément trouver quelque chose à leur coller pour les maintenir en détention, ou à défaut de trouver quelque chose, innover, créer pour les déposer. Ça, on le sait. Puisque ici, on a vu, c'est des corrupteurs qui poursuivent les corrompus. Ou ici, chez nous,
on sait l'histoire, il suffit de fouiller la poubelle politique béninoise pour se rendre compte que ce ne sont pas des hommes blancs comme la neige qui poursuivent. Les affaires Sensad, tout ce que le doyen a cité comme dossier, les véritables auteurs sont encore en liberté et ils sont assis dans des fauteuils ministériels, d'aucun présidentiel, d'aucun parlementaire, et continuent de nous faire valoir de gérer la cité comme ils l'entendent. Donc, l'impunité semble être la règle et c'est ceux-là qui ont des leçons de moralité à donner à des personnes qui n'épousent pas leurs idées. Donc, il ne faut pas voir à travers la mise en liberté de ces deux-là une action forcément positive. C'est simplement parce que pour moi, ces deux-là ne constituent plus un danger pour leur pouvoir ou pour la façon dont ils entendent maintenir leur transition. Parce que la façon dont les politiques n'agissent pas sans rien attendre en retour, soyez-en sûrs, ils n'agissent pas sans rien attendre en retour. Peut-être que les intrigues de couloir ont favorisé la chose. Peut-être que des contre-alliances ont favorisé des choses. Peut-être que des contrats ou des engagements non dits ont favorisé leur liberté. Voilà comment il faut voir cette chose-là. Ce n'est pas faire preuve de pessimisme, mais ce sont la façon dont les politiques nous dictent, leurs dictats qui me permettent de douter et de cette liberté, que cette liberté soit téléguidée par une main positive ou que cela soit véritablement le cas. Qu'est-ce qu'ils n'ont dit pas que pour obtenir la liberté, ils ont été obligés de livrer d'autres ou de mettre à la disposition des autorités de la transition des informations très plausibles. Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas qu'ils ont négocié leur liberté? Qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas qu'ils ont négocié leur liberté? Rien du tout. Donc voilà un peu comment je vois la chose. Mais ce qu'il faut retenir, au moins, ils ont eu la liberté. Parce que la règle, c'est la liberté, c'est la détention qui est l'exception. Même si, dans la pratique, ou comme je le dis encore, dans nos États africains, c'est l'inverse. Ici, et un peu partout, c'est la détention qui est la règle. La liberté, c'est une exception. Et c'est aussi simple que ça. La notion de la présomption d'innocence n'existe pas. Dès lors que vous êtes présumé coupable, pour eux, c'est que vous êtes coupable. Il suffit simplement que vous soyez une personnalité politique, et que vous soyez un acteur politique, puis qui puisse un opposant, c'est que vous serez déposé. Il n'y a rien à faire. Et aucune enquête n'est diligentée. C'est la parole de l'autre contre la parole de l'autre. Je ne sais pas par quelle alchimie le juge peut savoir que celui-là dit la vérité au détriment de l'autre. Mais dans tout ce que vous dites, c'est de l'autre, j'étais sur le dos du canard. Même l'avocat qui est là et qui veut prendre la parole, on lui arrache la parole, on ne l'écoute même pas. L'avocat même sait d'office que vous irez en prison. Et puisqu'il a peut-être fait. Or, c'est que puisqu'il a peut-être fait, ou que vous n'avez du tout rien fait du tout. Donc, quand c'est comme ça, ça craint. Ça craint et franchement, il n'y a pas d'humanisme, il n'y a pas l'humanité, l'équité, ces valeurs intrinsèques qui doivent animer nous autres hommes que la nature a rendus, que la nature a bien fait de limiter. Parce qu'imagine un instant que l'homme était Dieu. Si l'homme était Dieu, alors là, franchement, ne vont être autour du roi que ceux qui sont des véritables bénis, oui, ou des moutons de Paluche. Il n'existera même pas d'opposition, il n'existera même plus un autre regard par rapport à la façon dont on gère la res publica. Donc, ne faisons pas une lecture autre que, pour moi, c'est une liberté négociée. Alors, on sait évidemment qu'il y a eu des discussions, notamment diligentées par la CEDEAO, qui a donc annoncé cette mesure de liberté-là contre les deux personnalités. Le comité instauré donc pour suivre la transition s'est même félicité de cette décision donc de liberté, de mesures restrictives concernant Banda et Mokhtar Ouane. Alors, la CEDEAO continue visiblement de veiller sur le Mali. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, à tout casser à 6 mois de la fin donc de cette transition-là, en tout cas selon la charte qui a été convenue et signée par les partis. On parlait d'aller à des élections propres, libre, démocratique, transparente.
Selon vous, est-ce que ces conditions-là sont réunies aujourd'hui, Dieudonné Lokossou? Bon, mais c'est le terrain qui commande. Et je ne saurais affirmer que les conditions sont réunies. Mais à partir du moment où les autorités de transition ont pris les engagements sur l'honneur, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. Donc, souhaitons que ça puisse se passer bien. Mais à défaut, on peut leur accorder quelques bonus pour parachever correctement la transition. Parce que lorsque j'apprends, par exemple, que des gens fait leur liberté, ils ont négocié leur liberté sur la base de quoi cette liberté-là a été négociée et pourquoi ça a été concédé. Bon, alors donc, la CEDEAO ne devrait pas faire 2 poids, 2 mesures. Donc, dans l'espace CEDEAO, vous savez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gaffes. Bon, selon les intérêts de chaque pays, bon, on intervient et on fait le forcing et on dit qu'il faut respecter la loi de la communauté, alors que la communauté elle-même vise la loi, mais n'exige pas l'application effective de cette loi. Sinon, dans l'espace, on ne peut pas trouver des gens qui violent allègrement les chartes en s'octroyant un 3e mandat, un 4e mandat. Alors donc, pour moi, parfois, ça semble à du bluff. Donc, la CEDEAO doit revoir globalement sa stratégie. Sinon, elle est en train de tromper les peuples de cet espace géographique. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui, selon la transition, quelques 6 mois donc, pour la boucler. Un bilan déjà de cette transition-là, Hilaire Kofi Dia? Non, le bilan semble positif. Et 6 mois, pour moi, c'est peu. Mais s'ils ont le temps de poursuivre les anciens adversaires, ils doivent avoir le temps de passer aux élections. Oui, parce que s'il y a les questions primordiales comme la sécurité du Mali et les djihadistes, pour moi, c'est des choses prioritaires. Permettre au peuple d'aller et venir sans crainte, et la paix, le pain. Et si à côté de cela, ils ont le temps de décourager la corruption ou les actes délictueux ou criminels commis par les anciens adversaires, il doit pouvoir avoir le temps de rester dans le tempo. Sinon, c'est pour faire preuve d'honnêteté intellectuelle. J'estime quand même que les 6 mois sont peu et méritent, comme ils sont animés d'une bonne foi, d'être prorogés. Mais en politique comme en droit, il faut avoir une part d'humanisme. Il faut avoir une part d'humanisme et fondamentalement d'honnêteté intellectuelle. C'est ça qui manque à nos dirigeants. Et cela manque d'autant plus que quand vous regardez les conditions indispensables pour être éligible, pour être candidat ou pour candidater et au poste de président de la République, et la cagnotte financière, la manne financière est tellement élevée que les gens épris de justice et d'honnêteté qui ont les meilleures valeurs ne peuvent pas postuler. Oui, ne peut pas postuler. Un homme fondamentalement honnête, et 250 millions, et il va trouver ça où? Il va affamer sa femme et ses enfants, et cotiser, épargner, thésauriser l'argent tout le temps pour dire je veux servir mon État. Oui, donc, ça dit ces conditions même, on prépare à dire qu'au sommet, on ne peut qu'avoir que des gens animés d'une certaine méchanceté, sans pitié ni moralité, pour piller les deniers publics. Donc, on ne doit pas être surpris par les résultats. C'est pourquoi je n'achète plus les propos, les paroles des politiques. Si on doit jouer, par exemple, si on doit faire un feedback politique de nos actuels dirigeants, on risquerait de pleurer. Et on risquerait même de cesser d'enseigner le civisme dans les écoles à nos enfants.
Parce que c'est tout à fait le contraire de ce que l'on a dit hier qui se fait aujourd'hui. Et c'est la même chose qui se fait de l'autre côté. Et donc, il n'y a pas de secret à cela. Et la CEDEAO voudrait qu'il y ait la paix sur le continent. Et elle essaie, bien que mal, d'accompagner les États à pouvoir procéder à un certain nombre de concessions en passant par des négociations qui puissent permettre à certaines personnalités de retrouver leur liberté. C'est chose qu'il faut applaudir. Le bilan jusqu'à aujourd'hui semble être positif, c'est bien, mais est-ce que, en toute honnêteté, le temps qui leur reste peut leur permettre de bien conduire les élections présidentielles et législatives à venir? Ça, s'il faut faire preuve d'honnêteté, je trouve que c'est court. Et qu'il faille choisir ce qu'il convient de faire et non ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire, c'est la loi qui l'a prévu. Ce qu'il convient de faire, c'est l'éthique, c'est l'équité qui le prévoit. Donc, qu'au nom de cette équité, on essaie de proroger et le délai pour leur permettre de mieux organiser les élections afin que les hommes entre griffes dignes puissent accéder au pouvoir. Regardez, pour prêter serment, regardez les paroles sacramentelles que prononcent les dirigeants. Mais une fois assis dans le fauteuil présidentiel, ils balaient d'un revers de la main tous ces propos. Aucun respect pour les mains de leurs ancêtres, s'il m'en y a-t-il. Aucun respect pour Dieu et la nature. Aucun respect d'abord pour le peuple qu'ils ont su utiliser ou instrumentaliser pour accéder au pouvoir. Mais où allons-nous avec ça? Et l'État, au lieu de nous servir, nous fait peur. C'est la panique généralisée. On a peur de l'État et on a peur de parler. Que ce soit au Bénin, au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, on a peur de parler. Les peu de gens qui risquent de s'exprimer, c'est ceux qui ne savent pas ce que veut dire la peur. Ouais, le doyen, avec le poids de son âge, mérite un repos, mais il continue de parler parce qu'il veut continuer à servir. Combien ont encore ce courage d'accepter, de tituber, de venir sur un plateau de télévision pour opiner, ne serait-ce que pour conscientiser les uns et les autres, tu vois? Malheureusement, le poids financier pour accéder à la présidentielle a fait que ces gens-là ont miroité peut-être la présidence, mais n'ont jamais candidaté. Et c'est ce qui fait qu'au sommet de l'État, malheureusement, on a des gens qui sont épris de vengeance, qui n'ont aucune crainte, et aucun accord, aucune valeur à l'homme. Ou qui n'accorde pas à l'homme sa première place pour mieux faire les choses. Et donc, tenant compte de toutes ces valeurs, et tout, il faudrait qu'on voit la chose un peu prorogée. Personne n'est blanc comme la neige. Moi, je suis un homme de peu de morale. Mais j'estime quand même que s'il faut choisir entre le bien et le mal, je préfère choisir le bien. Voilà qui est clair. Alors, Dieudonné Lokossou, on sait que beaucoup accusent les autorités transitoires maliennes actuelles de ne pas vouloir quitter le pouvoir, c'est-à-dire d'aller dans le glissement, comme on dit, sous d'autres cieux. On accuse Assimi Goïta de vouloir rester au pouvoir, et pourquoi pas même d'être candidat à cette prochaine élection présidentielle-là, si c'est possible. Selon vous, votre lecture, même le parti de Soumaïla Maïga disait, c'est parce que notre leader est clair sur la fin donc de la transition et a été très clair là-dessus, qui s'est retrouvé aujourd'hui à avoir maille à partie avec la justice. Le président Assimi Goïta a-t-il effectivement des ambitions politiques claires selon vous, ou bien c'est encore, je ne sais pas, par des manœuvres déguisées que cela est? On est dans des hypothèses. On ne peut pas lui coller cette intention sans vraiment s'approcher de lui et connaître ses motivations réelles. Mais aller dans cette condition à l'élection présidentielle, ça va être une usurpation de titres. Donc, il est déjà contesté par ses pairs et il s'est engagé à organiser une élection présidentielle parfaite, transparente. Donc, pour moi, c'est des supputations, jusqu'à preuve du contraire. Donc, et puis, s'il a des ambitions pour son pays et il a bien fait, ben, on sait, lorsque on est militaire, on veut postuler pour cette haute fonction,
on connaît les clauses. Donc, il n'y a pas de... Il faut enlever les treillis. Il n'y a pas de problème. Et s'ils enlèvent le treillis face à des civils, ils auront très chaud. Donc, et moi, est-ce que être candidat pour la continuité de ce qu'il a fait de bien, de positif pour le Mali, nous allons dire non. Bon, c'est vrai, il y a des problèmes de sécurité qui ne sont pas toujours réglés parce que ce n'est pas une mince affaire. C'est ceux qui l'aident, c'est eux-mêmes qui sont derrière des coups tordus. Donc, il est arrivé dans des conditions difficiles. Donc, la CEDEAO doit faire un peu preuve de discernement et si au bout des 6 mois là, il n'arrivait pas à honorer ses engagements, on n'a qu'à lui accorder un petit sursis. Alors, un petit sursis donc à Assimi Goïta pour, pourquoi pas faire la transition. Beaucoup accusent l'homme d'avoir des ambitions politiques intactes, on l'a vu. Les vieilles habitudes, on l'a vu dur. Voilà, quelquefois on l'a vu lui-même s'offrir quelques bains de foule, aller au contact des populations. On l'a vu échapper notamment à une tentative d'assassinat. Il y a beaucoup d'effervescence, notamment la Russie, qui visiblement serait en train de se positionner au Mali, la France qui ne serait pas trop contente. On a l'impression qu'Assimi Goïta, on va dire, a quand même peut-être un boulevard devant lui. Est-ce que, selon vous, il a des ambitions présidentielles, politiques avérées? Est-ce qu'il a envie de rester au pouvoir? Est-ce qu'il peut la jouer ainsi actuellement? Avons-nous jamais vu dans nos États africains celui qui a présidé la période de transition dit « j'ai fini mon job, je m'en vais ». Est-ce qu'on a connu un cas comme ça déjà? Il y en a eu quelques-uns, rarement d'accord, mais il y en a eu quelques-uns. Bon, tout de suite, je ne vois pas. Mais je disais tantôt que les vieilles habitudes ont la vie dure. L'habitude, ou ce que l'on a constaté, c'est que celui qui conduit la transition veut forcément se présenter. Et si au départ il est militaire, il estime qu'il faut déposer son costume de militaire pour enfourcher celui-ci. Le général Salou Djibo au Niger, je crois, a fait le putsch, a géré la transition et a remis le pays aux autorités nouvellement élues. Et aujourd'hui, il ne se bat pas pour revenir. Ah non, il est candidat, il a été candidat, mais il n'était plus dans l'armée. Je crois qu'il a géré la transition. C'est ça, je vous dis. C'est ça, je vous dis. Donc, le fait de gérer la transition amène forcément des ambitions politiques. Forcément des ambitions politiques. Le pouvoir d'État, c'est comme l'opium. C'est comme le cannabis. On a du mal à s'en détacher. C'est extrêmement juteux. Mais eux ne voient que le côté juteux. Le côté dangereux, ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'il faut se sacrifier pour servir les hommes. Du coup, ils deviennent des animaux. J'essaie juste d'apprécier. Je ne dis pas que ça va se passer forcément comme ça pour lui, mais déjà, à travers les actes, les faits qu'il pose, enseigne plus ou nous amène plus à tirer cette conclusion que forcément, il veut quelque chose, ou il fait tout pour qu'on puisse le vouloir. Parce que la façon détournée de vouloir ça, c'est de faire en sorte que ce soit le peuple qui vous réclame. On sait ça aussi. Voilà, il y a eu effectivement quelques meetings et quelques manifestations. Et ça a déjà commencé. Or, c'est toujours lui qui tapit dans l'ombre et est en train d'exprimer sa volonté de façon détournée. Et si j'étais que de lui, j'allais prendre l'exemple sur celui qui a conduit la transition au Niger et laisser les choses évoluer comme ça. Mais malheureusement, on ne sait pas, nous on n'a jamais été là-bas, mais il semble que là-bas c'est un paradis terrestre et que il ne faut rien faire pour quitter. Sinon, la plupart des chefs d'État qui ont commis des infractions plus graves que celles commises par le ministre Mbaïga, mais ils n'ont jamais été jugés simplement parce qu'ils sont morts au pouvoir. Ils sont morts au pouvoir, donc ils ont pillé les deniers publics et ils sont morts avec. Ils sont partis avec. Et il y a d'autres qui ne sont jamais poursuivis parce qu'ils sont prêts à être... le matin, ils sont avec cette partie. De peur d'être poursuivis, ils changent leur veste rapidement, ils vont avec les hommes de l'instant. Rapidement, ils changent encore leur veste, ils sont encore avec les hommes de l'instant. Et c'est ce qu'on a enseigné aujourd'hui à la jeunesse.
Quand vous voyez un jeune, on vous dit, mais un jeune ne fait pas l'opposition. C'est un slogan. Un jeune ne fait pas l'opposition. Et on va jusqu'à vous dire, mais ta femme, ton ventre et tes enfants. Et ça, il faut privilégier. Quand vous pensez à votre ventre et à vos enfants, comment voulez-vous gérer une cité? Donc, si tant est qu'on le place dans ce schéma-là, et d'un matérialisme en béat et en bien, il est normal que je ne serais pas surpris de le voir vouloir briguer la magistrature suprême. On est en Afrique et contrairement à l'adage qui veut que vous m'avez nommé, je ne vous écoute pas et si vous m'avez mis à la tête de la transition parce que j'ai le profil adéquat pour présider la République. Donc vous m'avez mis à la tête de la transition parce que mon profil est adéquat, mais pourquoi ne pas continuer par présider la République? Voilà comment ça marche souvent. Et les moyens, les hommes et les stratégies ne manquent pas pour obtenir ces résultats. Mais je ne lui souhaite pas ça. Voilà, vous ne lui souhaitez pas ça. Dieudonné Lokossou, l'actuel président de transition au Mali s'est défendu plusieurs fois par rapport à ce que certains lui reprochaient, mais on a l'impression aujourd'hui que des personnalités qui jadis étaient très proches de lui sont en train de prendre leur distance. C'est peut-être le cas de l'imam Mamoud Dicko qui visiblement est en train de mobiliser au sein de la communauté musulmane pour pourquoi pas aujourd'hui proposer des alternatives claires au peuple malien. Bon, je crois que le président de la transition prend des risques énormes. Ce n'est pas pendant la transition, il a bien fait et qu'il y a une popularité apparente qu'on va lui conférer le pouvoir et il va dire, bon, j'ai gagné. Parce que le vrai commence à partir du moment où il est élu à la présidentielle. Donc aujourd'hui, il y a une accalmie sociale apparente, mais les gens sont en train de le guetter. Pas seulement Dicko, il y a d'autres qui le guettent, parce que la fonction est tentante. Il y a beaucoup qui rêvent de le remplacer. Et lui, il est allé là pour des raisons que le peuple sait et que lui-même, il ne sait pas peut-être. Donc, pour que ce peuple-là lui retire sa confiance, c'est vite fait. Donc, il ne peut pas se tabler sur une fausse image pour dire qu'il est populaire et qu'on doit lui accorder un blanc-seing, l'adouber pendant la prochaine élection présidentielle. Il n'a qu'à chercher à s'en sortir et prendre du recul, peut-être avec le temps, et il pourra se repositionner. Voilà qui est clair, prendre le temps, finir la transition, transmettre le pouvoir aux autorités élues et se repositionner peut-être pour l'avenir. L'homme est encore jeune, c'est possible. L'imam Mamoud Dicko, lui, a fait cas dans une récente sortie de la faillite de l'élite politique. Il a décidé donc d'unir les leaders religieux pour réfléchir à sortir le Mali de l'impasse. Certains ont aussi prêté des ambitions politiques à l'imam Mamoud Dicko, mais quand il a conduit les manifestations monstres du peuple malien qui ont réussi à bouter dehors Ibeka, il est retourné à la mosquée tout en rappelant que si c'était nécessaire, il reviendrait pour se positionner. Des leaders religieux ayant des ambitions politiques. Il ne faut pas voir à travers ces leaders religieux des Jésus ambulants. Déjà, regardez ce qui se passe en RDC. C'est des leaders religieux, mais que leur demande-t-on? De désigner le président de la CENI. Et ils ne s'entendent pas. Et
un leader religieux, son problème, sa préoccupation devrait être éduquer le peuple à avoir la crainte de Dieu et à pouvoir quand même respecter au pied de la lettre les 10 commandements. Je ne sais pas si, en tant qu'autorité politique, ce qu'il veut, la façon dont il veut gérer la République, c'est avec les 10 commandements, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a Kofi quelque part? Nous confondons par religion et État. Pendant longtemps, on a séparé la chose. Si aujourd'hui les choses ont évolué à telle enseigne qu'on a estimé que, bon, de par leur sagesse ou de par leur prestance, ils peuvent jouer un rôle dans la République en pacifiant les uns et les autres, en éduquant le peuple, en faisant œuvre utile dans leur mission salvatrice, c'est-à-dire d'œuvrer pour que les fidèles et avant tout des citoyens puissent savoir distinguer le bien du mal et opérer un bon choix qui puisse permettre à la République de mieux se porter. Et cela ne justifie pas ou ne leur donne pas les coups de France pour ambitionner le fauteuil présidentiel. Parce qu'ils ne sont pas non plus sains dans la gestion de leur communauté et qui plus est de leurs fidèles. Et les scandales ne manquent pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les met pas sur la place publique qu'aujourd'hui, et bénéficiant de cette aura et de leur communauté, ils peuvent se transformer tout de suite en un nouveau Jésus pour dire qu'ils veulent présider une république parce que les acteurs politiques montrent des faiblesses ou des points défaillants. Cela ne vaut pas la peine. Ce qui est important de relever ici, ce n'est pas l'armée qui protège la démocratie et le pays, mais c'est plutôt la démocratie qui protège l'armée et le pays. Voilà qui est clair. Vous êtes Ilia Kofi Dia, juriste, analyste politique. Face à vous aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA. Il était question du Mali dans son ensemble par rapport à son actualité de l'heure, l'actualité politique, actualité judiciaire aussi. Merci de nous avoir suivis.